L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, discours à Notre-Dame, le diable dans le bénitier, et puis les 5 bobards de l'Union européenne révélés. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Émile Rosard, Rambard, Yann Penaud, Marie Aubel, François Facetta, Fernande Richter, ma chère Fernande Richter, JP Poignant et ce cher Philippe Bohen. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève les petits pouces, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Le 15 avril 2019, Notre-Dame était en feu. Consternation, émoi, tristesse en France, mais également à l'étranger, parce que Notre-Dame, c'est le cœur de notre pays. Aussitôt, Macron et Philippe se rendent sur les lieux de l'incendie afin d'exploiter le sinistre à leur profit. La communication avant tout. Et là, dans les petites rues de l'île de la Cité, nous les voyons sourire, plaisanter. Ils étaient joyeux ces deux-là. Quand ils aperçoivent les caméras et les photographes, ils reprennent une mine de circonstance. Mais pourquoi ces deux lascars avaient du mal à cacher leur jubilation? Eh bien peut-être parce que cet incendie Notre-Dame, c'est une étrange coïncidence. Souvenons-nous. Cherchant une issue à la crise des ronds-points, Emmanuel Macron avait lancé le 15 janvier 2019 le grand débat national. 3 mois pour sonder les Français à travers des déplacements, une plateforme numérique et donc les cahiers de doléances ouverts dans les mairies. Ce dernier mode de consultation fut particulièrement plébiscité. On recense 19 899 cahiers contenant près de 200 000 contributions rédigées à la main dans environ 16 500 mairies. Surtout, les cahiers ont mobilisé une population plus rurale, plus âgée et peu politisée à laquelle on n'a pas l'habitude d'avoir accès, souligne Samuel Nogueira. Le chef de l'État devait restituer ce travail quand ça? Le 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame en a décidé autrement. Finalement, le bilan du grand débat n'aura jamais lieu. Il faut également ajouter qu'en avril 2019, ces cahiers de doléances n'avaient pas été du tout exploités. Vous imaginez ce que pouvaient penser les sales complotistes à cette période, ce qu'ils ont pu écrire, vraiment c'était du n'importe quoi. Macron aurait mis le feu à Notre-Dame pour faire diversion justement au mouvement des Gilets jaunes et aux cahiers de doléances. C'est vraiment n'importe quoi. Et pourquoi pas non plus enfermer 67 millions de Français pendant des mois pendant que vous y êtes et mettre en place un pass sanitaire pour un pchout qui ne protège pas de la transmission? C'est vraiment dingue de penser des choses pareilles. Non, mais franchement, l'incendie de Notre-Dame a été causé par un accident. D'ailleurs, cela a été dit dès la première heure par la presse mainstream, ce serait un court-circuit. C'est donc indéniable, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez des journalistes qui ne connaissent strictement rien du dossier, mais ils affirment que c'est un court-circuit. Mais pas de souci, il y a une enquête. Où en sommes-nous d'ailleurs? Incendie à Notre-Dame de Paris, l'enquête bientôt finie, rien n'oriente vers un fait volontaire. Je ne sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que l'on essaie encore une fois de nous faire passer des messages du style « circuler, il n'y a rien à voir ». C'est bien les affirmations, mais les preuves dans tout cela, l'enquête bientôt finie, rien n'oriente vers un fait volontaire, mais l'inverse est également vrai. CNews, Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie. Où en est l'enquête? 5 ans, jour pour jour, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'enquête est toujours en cours pour établir les causes du drame. Mais que s'est-il passé le 15 avril 2019? Il y a 5 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait sous les yeux du monde entier. Cependant, si la reconstruction de l'édifice avance et qu'une réouverture en décembre prochain semble actée, les causes du drame demeurent toujours inconnues à ce jour. Bref, avec ces journalistes, on a l'impression d'être dans un film d'Audiard. Je ne sais rien, mais je dirai tout. Nous ne connaissons pas les causes, mais c'est un accident. C'est magnifique. Autre circonstance très étrange. Jean-Louis Gorgelin, général,
est décédé dans, je cite, un accident de randonnée dans les Pyrénées. Il était l'acteur pour superviser le chantier de Notre-Dame et était connu pour son franc-parler. Mourir en randonnée. No comment. Quant aux conclusions de l'enquête, nous ne les avons toujours pas. Elles ont été repoussées comme cela pendant des années. Comme Macron salit, détruit, ruine tout ce qu'il touche, il a décidé de s'occuper de la reconstruction de Notre-Dame. La flèche, par exemple, qui s'était effondrée. Roselyne Bachelot à ce sujet. Je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Quand je rentre rue de Valois, le cabinet est en stress. L'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules d'or. Les associations se mobilisent, les pétitions circulent pour empêcher ces petits bourgeois d'Amiens, les Thénardier de l'Élysée donc, de saccager Notre-Dame et de faire un geste architectural. Mais hélas, l'intérieur de Notre-Dame est, comment dirais-je, trop épuré, et j'ai presque envie de dire, il est à pleurer. Emmanuel Macron voulait également de nouveaux vitraux, des vitraux contemporains. Il a lancé un concours et rien ne semble faire dévier. Pourtant, les vitraux de Viollet-le-Duc étaient miraculeusement intacts. Je vous renvoie par ailleurs à l'entretien que j'ai tourné à ce sujet. Alors, sur les réseaux sociaux, les internautes se déchaînent et imaginent des vitraux peu respectueux. Emmanuel Macron et puis le personnage de droite, je ne vois vraiment pas de qui il s'agit. Quant à celui-ci, j'ai une vague idée. Le courant ne passe pas non plus avec l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Il y a de quoi. Emmanuel Macron se mêle de tout afin d'instrumentaliser la reconstruction de Notre-Dame à des fins de communication. Remise des clés, discours. Entre les deux hommes, Macron, Monseigneur, entre les deux hommes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de la cérémonie, les tensions sont vives selon le Canard enchaîné. L'État étant le propriétaire de la cathédrale depuis 1905, Emmanuel Macron souhaiterait remettre symboliquement les clés de l'édifice au clergé. Pas question pour l'archevêque qui argue que le bail n'a jamais été rompu et qu'il n'y a donc pas besoin de lui remettre des clés qu'il possède déjà. Oui, ambiance. Second point de tension, la parole du président. Emmanuel Macron souhaiterait prononcer son discours à l'intérieur de la cathédrale. Pas question pour Monseigneur qui veut reléguer le chef de l'État sur le parvis de la cathédrale. Mais voilà, pendant ces mois de tension, de nombreuses églises brûlent en France, étrangement peu protégées, et Rachida Dati a une idée, comment dirais-je, odieuse. Rachida Dati au Figaro, faire payer l'entrée de Notre-Dame sauverait toutes les églises de France. Il me semble que le mot du Canard enchaîné est faux, ce n'est pas tension, mais pression. L'archevêque de Paris a cédé. Emmanuel Macron fera un discours dans Notre-Dame de Paris le 7 décembre pour la réouverture et non à l'extérieur, contrairement aux usages. Même les rois de France n'avaient jamais osé. Je vous laisse seul juge. Oui, c'est stupéfiant. Et puis, comme Macron aime se déguiser, pourquoi n'adopterait-il pas le costume d'un ecclésiastique tant qu'il y est ? Cette séquence est inouïe. Macron dans Notre-Dame, c'est le diable dans le bénitier. Oui, il s'agite pour cacher sa responsabilité. Autre responsabilité écrasante d'Emmanuel Macron, la France orange mécanique. Oui, chronique de la violence ordinaire dans notre pays. Poitiers, une fusillade fait 5 blessés graves, une cinquantaine de personnes présentes lors de la rixe. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 5 personnes ont été grièvement blessées dans une fusillade à Poitiers jeudi 31 octobre. Une cinquantaine de personnes présentes lors de la rixe. C'est assez curieux parce que Bruno Retailleau avait annoncé dans un premier temps 500 personnes et non pas 50. Il est quand même le premier flic de France, il devait connaître le véritable bilan. Puis avait rétro-pédalé de peur d'effrayer.
Mais motif de satisfaction, Bruno Retailleau dit enfin ce que nous répétons depuis des années sur cette chaîne, la France devient un narco-État et qu'il faut donc livrer bataille contre les trafiquants. Trafic de drogue, soit il y a une mobilisation générale, soit il y a la mexicanisation du pays, déclare Bruno Retailleau. Mais vous le savez, les trafiquants ont peut-être des alliés au sein des élus. Lorsqu'on essaie de lutter contre les trafiquants, les réseaux clandestins, protéger nos frontières, la gauche hurle Pétain. Quel est le rapport ? La prise de certains produits illicites leur donne des visions. Et certains de ces députés, par ailleurs, adoptent le langage des dealers. On va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi. Ta gueule, hurle Thomas Porte contre un député du Rassemblement national. C'est, oui, la racaille parlementaire. Là encore, ce n'est pas un hasard. Vincent Herouette dit également à l'antenne ce que nous avons montré document à l'appui sur certains élus. CNews, Vincent Herouette. Moi, je voudrais savoir le nombre d'élus, notamment à l'Assemblée nationale, dépendant du vote des dealers de stupéfiants. Ne soyez pas naïf, Georges. Car enfin, ce sont les villes tenues par la gauche, ou les écolos, qui voient ce phénomène de narcotrafic se développer le plus rapidement. 4 églises brûlées en quelques mois, 400 personnes impliquées dans une fusillade. Poitiers a basculé écolo en 2020. Étonnant, non ? Grenoble, Poitiers, Lyon, Bordeaux, Paris, partout où la gauche ou l'extrême gauche gagne, le narcotrafic prospère. Coïncidence ? À quand une enquête ? Et ces élus de gauche, vous le savez, abandonnent les populations à la violence des délinquants. Crépol, une fois de plus. Après Thomas Crépol, c'est au tour de Nicolas, romané de 22 ans, du même club de rugby, de mourir des suites d'une fusillade près de Valence. Il est insupportable de voir notre jeunesse victime de la lâcheté des dirigeants français qui refusent de prendre les décisions qui s'imposent. Et oui, le quotidien des Français est devenu un enfer. Des habitants à Rennes, on est en prison chez nous, on vit sur la peur. Quand on descend prendre une baguette le matin, on se demande si on ne va pas se prendre une balle. Quand on pense aux responsables, ils sont nombreux, tous les partis de gouvernement et la majorité des médias. Mais tous ces politiques sont des européistes. Ils ont milité pour l'ouverture des frontières, ils militent aujourd'hui pour l'accueil des migrants, un accueil massif. Et c'est le premier mensonge de l'Union européenne. Souvenons-nous, l'Europe qui protège. Qu'est-ce que l'on constate ? C'est l'Europe de la peur. Deuxième slogan de l'Union européenne, l'Europe, c'est la prospérité. Tous les voyants sont au rouge pour l'économie française, alerte Marc Toiti. Chute des investissements des ménages et des entreprises, crise du logement, confiance en berne. Il n'y aura pas de miracle et le chômage va exploser. Les responsables ? Emmanuel Macron en premier lieu, bien évidemment. Mais c'est Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui en parle le mieux. Scandaleux. Christine Lagarde, présidente de la BCE, le décrochage de l'Europe est une réalité, celui de la France aussi. Scandaleux. Christine Lagarde, présidente de la BCE, reconnaît que l'Union européenne décroche économiquement. Mais que propose-t-elle ? Encore plus d'Union européenne qui fait décrocher l'économie des pays européens. Et que fait-elle ? Elle laisse les taux d'intérêt à court terme en euros à 3,4% alors que les grands pays européens n'ont aucune croissance et ont besoin d'une forte baisse de ces taux. Des irresponsables, des incompétents, des corrompus. Et il y a bien évidemment d'autres facteurs. Les principaux, c'est simple, libre-échange, on ne protège pas nos entreprises. La transition écologique, on augmente les coûts de l'électricité, ce qui rend bien évidemment moins compétitifs nos entreprises et on écrase le pouvoir d'achat des citoyens européens et français. Et puis il y a cet endettement qui est dû à la guerre en Ukraine. Langlais, François Langlais. Les seules victimes des sanctions contre la Russie, c'est l'Union européenne. LCI se réveille avec une gueule de bois carabinée. Nous avons complètement raté notre cible et l'arme s'est retournée contre nous-mêmes et est obligé de constater avec 3 trains de retard François Langlais, économiste. C'est encore plus difficile parce qu'il y a des circuits commerciaux et financiers parallèles pour alimenter les parias de l'autre monde du nôtre. Il ne leur reste plus qu'un petit effort pour comprendre qui sont vraiment les parias du monde. Et oui, c'est nous. Personne n'a émis de sanctions contre la Russie à part les Occidentaux. Sanctions de nouveau qualifiées par l'ensemble des BRICS
d'illégal lors du sommet de Kazan. Pendant ce temps, la France continue d'acheter du pétrole russe via l'Inde, plus cher donc, alors que Washington se fournit toujours en uranium auprès de Moscou. Et plus personne ne parle de Nord Stream. Alors, cette Europe de la prospérité, non, c'est l'Europe de la ruine. Et puis, ce reportage de François Langlais sent quelque chose, le retournement de veste. Troisième slogan des européistes, le Brexit, c'est une catastrophe économique. Les Échos, pourquoi le Brexit n'a pas été une catastrophe pour l'économie britannique? Avec le Brexit, les médias nous avaient annoncé l'effondrement de l'économie anglaise, avec toujours la même stratégie de la peur. Finalement, le Brexit n'a eu aucune incidence et la Grande-Bretagne a retrouvé sa souveraineté. Et dans les Échos et dans d'autres d'ailleurs journaux, on nous explique qu'une économie souveraine a plus de souplesse et de liberté pour lutter contre la crise économique. Une économie dirigiste, comme l'Union européenne, est lourde et impossible à manœuvrer. Sans blague, ils ont trouvé cela tout seuls après la fin de l'URSS. Et ce qu'il y a de plus rageant, c'est que les économistes savent depuis le 19e siècle qu'une économie souveraine et quelque peu protectionniste est beaucoup plus performante qu'une économie dirigiste de type soviétique ou d'une économie ouverte à tous les vents qui ne possède pas sa monnaie. Dois-je citer quelques exemples? La Suisse, Singapour, la Corée du Sud, la Russie ou la Chine. Et vous voyez que ce n'est pas une question de taille de l'État. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire pour retrouver notre compétitivité et notre prospérité? Il me semble que vous avez la réponse. Frexit. Quatrième slogan, l'Europe de la santé. Alors cette Europe de la santé est née pendant la pandémie. Elle allait nous protéger. Oui, on voit le résultat. En 10 ans, à l'hôpital, 43 504 lits fermés. Jamais il n'y a eu une telle discrépance, dissonance entre les discours et les actes au sommet de la République. Vivement 2027. C'est de la destruction systématique et consciente des services publics. On pourrait même qualifier l'action de Macron de trahison d'État. Il faut ajouter à ces fermetures de lits, augmentation des déserts médicaux, pénurie de médicaments et mensonges sur la pandémie. Il faut savoir que la politique sanitaire est aujourd'hui dictée par des directives européennes. Florian Philippot sur le rapport du CDC aux États-Unis sur la pandémie. Le rapport lui-même, c'est 75 pages, plus à peu près autant de pages d'annexes. Il refait tout l'historique des décisions, des revirements, des mensonges, et il commence par ce résumé accablant. Je vais vous en lire un extrait. Les directives des CDC, donc c'est les centres américains sanitaires, sur lesquels s'est appuyée la campagne, allaient au-delà des termes de l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour déclarer sans preuve, est-il écrit, que les injections anti-Covid étaient très efficaces contre la transmission. Cela a finalement eu un impact négatif sur la confiance dans la santé publique et la crédibilité des CDC, parce que tout ça s'est avéré faux. Ils écrivent par ailleurs, les CDC avaient des messages incohérents et erronés sur l'efficacité des masques. Enfin, les CDC ont systématiquement surestimé le risque de Covid-19 pour les enfants. L'Union européenne, c'est le fric avant votre santé. Les contrats Pfizer l'ont bien prouvé. Cinquième mensonge de l'Union européenne, l'Europe, c'est la liberté, l'Europe, c'est la démocratie. Emmanuel Macron, la voix de l'Europe est celle de la liberté, la bonne blague. Emmanuel Macron s'adresse aux Moldaves avant des élections cruciales. Oui, c'est la blague du jour. Et il faut rappeler ce qui s'est passé en Géorgie. RFI, Géorgie, le recomptage des voix confirme la victoire du parti au pouvoir. Qui parmi nos belles âmes va accuser Pustula de complotisme? Elle a refusé le résultat des élections. Les résultats lui donnent tort par 2 fois. Le complotisme autorisé. Et oui, l'Union européenne, ce n'est pas la démocratie, c'est l'impérialisme, le colonialisme, le refus des résultats des élections. Et on en sait quelque chose en France après le référendum de 2005. Mais regardez comme ils tremblent tous, de Macron à Pustula, à l'idée que la petite Moldavie fasse comme les Géorgiens, c'est-à-dire qu'ils élisent des dirigeants qui ne soient pas européistes. Ils sont pris en flagrant délit d'ingérence et de déstabilisation de petits États.
C'est quand même une sacrée blague, hein. L'Union européenne s'est présentée comme un espace de liberté et de démocratie, et l'on constate dans les faits que c'est un espace de plus en plus totalitaire, et lorsque l'on écoute Pustula, on a même l'impression qu'elle veut transformer cet espace européen en une prison à ciel ouvert. L'Europe, c'est l'appauvrissement, la ruine, la faillite, le mensonge, la propagande, l'absence de liberté, le totalitarisme. Quel programme! International, nous sommes dimanche, ce sont les entretiens de Xavier. Excellent numéro, excellent cru. Je vous mets le lien dans la description. Les pathologies comportementales typiques des invités du service public ou de LCI, dont le refus du réel, seront donc étudiées dans le bulletin 211 que j'ai mis dans ma description. Oui, c'est ce que Xavier appelle le moment bunker. On avait à peu près le même comportement de la part des médecins de plateau vers la fin de la pandémie. Autre analyse brillante, chez Xavier, les cartes. Les Russes avancent vite, c'est une avance foudroyante, ne les ratez pas. Certains m'ont reproché d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, autrement dit d'avoir annoncé la victoire de la Russie alors que les combats se poursuivent. Bon, primo, la victoire de la Russie ne fait aucun doute pour tous les analystes dans le monde, qu'ils soient américains, allemands, anglais. Il n'y a que sur les plateaux de télévision français que certains ont encore quelques visions. Secondo, sur le plan militaire, on parle de défaite quand un des protagonistes ne peut plus faire une grande attaque et qu'il se contente de défendre et de reculer. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non. Quant à la victoire économique, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Qui est à genoux en ce moment? Inutile d'en dire davantage. Dossier chaud, 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 l'élection américaine avec Donald Trump en tête un peu partout. En Arizona, en Géorgie, dans le Michigan, en Caroline du Nord, dans le Nevada, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Les États les plus importants pour remporter l'élection présidentielle. Le président Donald Trump est en tête dans tous les États du Battleground, selon Atlas Polling, le meilleur sondeur de 2020. Dans les médias français, on se déchaîne contre Donald Trump. Il est accusé des pires turpitudes. Exemple avec LCI. Présidentielle américaine, Trump veut donner à l'antivax Robert Kennedy un rôle important dans la santé. Et on comprend mieux pourquoi il se déchaîne contre Donald Trump, parce que lorsque la vérité éclatera, LCI devra faire un rétropédalage historique. Allez, on va ouvrir la page Fantaisie avec un joli dessin de Tintin. La France, laissez-moi rigoler, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, mais des droits de l'autre. On trouve de l'argent pour tout le monde, sauf pour les Français. Alexis Poulain, bref de presse. Édouard Philippe a tenté de faire payer ses frais de justice à la collectivité avant de renoncer sous la pression, révèle Le Poulpe. L'ex-premier ministre est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et harcèlement. Étonnant? Non. Gorafi, le vrai. Michel Barnier promet de n'utiliser le 49.3 que pour rendre hommage à Elisabeth Borne. C'est assez bien vu. Dans ces entretiens, vous le savez, on n'aime pas beaucoup, et c'est un doux euphémisme, la fête d'Halloween. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais attention quand même aux gaffes. Les amis, je suis dans la confusion. J'offre des bonbons à ma nièce et à son amie, que je félicite pour son déguisement, aussi flippant que ridicule. Et voilà qu'elle se met à pleurer en me disant qu'elle n'est pas costumée et que je suis un vieux con transphobe. Ah oui, je n'aime pas vraiment Halloween. Cette mésaventure, il faut savoir, est arrivée, paraît-il, le 1er novembre à Manu en compagnie de Brigitte. Les USA ont perdu les tours, l'Angleterre a perdu la reine, mais la France a toujours son fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.